Hervé Maître, bonjour. Bonjour. On est sur le salon Label Saveur. Question toute simple qui s'impose. Comment est née cette aventure? C'est une longue et belle aventure. Depuis 2018, au sein de l'association Loire Action, présidée aujourd'hui par Florian Janetti et longtemps dirigée par André Luquet, avait germé cette idée de dire on a la place dans la Loire, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'organiser un salon qui rassemblerait pendant un week-end et un peu plus tous les signes officiels de qualité de la grande et belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, il a fallu un petit peu de temps. On a aussi vécu un Covid qui a un peu mis en stand-by un certain nombre d'organisations. Et depuis 2023, l'association Loire Action s'est mise au travail pour faire naître ce salon, rencontrer la profession. On a travaillé avec la Chambre régionale d'agriculture, rencontrer les différentes filières, les différents acteurs. Et on aboutit en ce week-end, une semaine avant Pâques, à notre première édition qu'on espère bien renouveler et qu'on va renouveler chaque année, donc une semaine avant Pâques. C'est une question que je me pose souvent quand je vais sur des salons. C'est comment on choisit la date? Est-ce qu'on vous propose des créneaux ou alors c'est vous qui vous imposez en disant moi il faut absolument que ce soit en avril? Alors pas du tout. Et pour le coup Gilles, c'est une très bonne question parce que la première émission qui m'a été confiée, c'est justement de déterminer la date. Et pour déterminer la date, on a rencontré les interprofessions. Quand on est allé voir notamment les interprofessions qui tournaient autour du vin, autour des fruits, je prends l'exemple de la pomme, puisqu'on n'est pas très loin du Pilat, ces gens-là nous ont expliqué que l'automne, soit pour des questions de récolte, soit pour des questions de fêtes de pays, on a l'exemple aussi de la Flamme de Montbrison, souvent l'automne est une période où ils ne sont pas disponibles pour faire ce genre de salon, ou bien ils ont déjà des engagements qui sont pris, il y a beaucoup de fêtes de pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on n'allait pas le faire au mois de décembre. On était trop près des fêtes de Noël et c'est pas un marché de Noël qu'on voulait organiser. Et puis après, comme on voulait le faire dans des conditions d'accueil dignes, comme le permet le parc exposition de Saint-Étienne, on n'allait pas faire ça non plus ni au mois de mai, ni au mois de juin, ni pendant l'été, pour une période estivale. Et donc après, il reste janvier, février, mars, avril. Janvier, février, mars, avril, on a le salon de l'agriculture qui perturbe les choses au mois de février, l'activité des vœux traditionnels de notre République au mois de janvier. Donc il restait mars et avril. Et quand on prend le mois de mars et avril, eh bien on se rend compte que souvent, autour des produits de consommation, on a l'exemple du bœuf de Pâques pas très loin d'ici à Feurs, c'est souvent lié au calendrier pascal. Et donc nous avons décidé, pour la belle saveur, de nous positionner une semaine avant Pâques, ce qui est assez judicieux en termes de consommation grand public. Et avec le retour du soleil, on a envie de goûter à ces nombreuses saveurs de notre région. Cécile Chapuis, bonjour. Bonjour. Alors on est dans un endroit où ça sent le café, où il y a une histoire de café. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots l'histoire des cafés Chapuis? L'histoire des cafés Chapuis, c'est une histoire familiale d'abord, avec mon grand-père, puis mon papa, et puis aujourd'hui, la chance que j'ai d'avoir pu reprendre l'entreprise il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années maintenant. Vous vendez sur toute la France ou c'est un café qui est assez régional? Alors on est plutôt régional, même si on vend sur toute la France, sur notre partie bio équitable. On est au national chez Biocop, on a une gamme de café qui s'appelle le World de Café et qui est exclusivement bio et Max Havelaar. On parle beaucoup justement de bio. C'est quoi la différence entre un café normal, j'allais dire entre guillemets, et un café bio? Est-ce qu'il y a une différence de goût? C'est seulement dans la culture? Non, il y a la culture qui joue et la culture c'est le plus important. Après c'est le terroir. Donc effectivement il peut y avoir une différence, mais un Pérou qui a été cultivé dans la région de Cajamarca ou un Pérou qui a été cultivé dans une autre région du Pérou, ça va pas être le même goût. Donc forcément par rapport à un café bio, il peut y avoir une différence, mais ce sera la région, pas forcément la façon dont il a été cultivé. On parle beaucoup en ce moment d'augmentation des prix du café. Est-ce qu'il y a un gros impact sur votre activité? Oui, il y a un gros impact. En un an, le café a pris 82%. Donc il faut... J'allais dire beaucoup moins, donc 82%. Ah oui, c'est énorme. Sur la matière première, le café vert. Et sachant que quand on a une torréfaction traditionnelle, on perd 20% du poids à la torréfaction, ce qui n'est pas le cas des industriels. Donc ça fait un impact encore plus important au niveau des prix. Donc aujourd'hui, c'est un impact, dans l'approvisionnement un petit peu, et dans la répercussion du prix et pour le consommateur. Donc pour que la répercussion soit moins importante, on essaye au maximum de répercuter sur nos marges à nous, mais ça va donner des années difficiles. Mais on essaye de tenir le cap et de proposer toujours des bons produits. Mais il y aura une augmentation pour le consommateur, c'est sûr. C'est la qualité, là en général, on accepte plus facilement l'augmentation. Oui, et puis c'est une augmentation qui est réelle et pas fake ou avec des choses pour gagner plus d'argent. C'est vraiment une vraie réalité des conjoncture matières premières économique, et de conjoncture. Moi, il y a quelque chose qui me passionne dans le café, c'est quand on fait la torréfaction.
parce que l'odeur est fantastique. Quand est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des jours où c'est tous les jours? Comment ça se passe Alors, chez au nous, niveau de chez Chapuis? Chez Chapuis, on torréfie tous les jours, Ouais. sauf le vendredi, puisqu'on nettoie toute la partie matériel, machine, etc. pour garder les normes d'hygiène habituelles. Mais tous les jours, on torréfie avec des produits différents et en fonction des besoins, des volumes de chacun. Et chaque semaine, vous faites combien de tonnes? Vous avez un chiffre, non? Alors, pas chaque semaine, on fait 700 tonnes dans l'année. 700 tonnes dans de l'année. café, sachant qu'on est une petite PME, puisqu'on n'est que 30 personnes, donc ça donne un ordre d'idée, c'est pas très gros. Et pour conclure, quelle est l'ambition quand on est sur un salon comme ça, un premier salon sur les saveurs, justement, c'est de se faire encore une fois découvrir, ou alors c'est d'être présent parce qu'on est à Saint-Étienne et que Chapuis c'est Saint-Étienne aussi? C'est tout ça à la fois. J'ai tout résumé alors. Voilà, j'ai presque tout résumé. Après aussi, c'est pour montrer, les gens nous connaissent depuis très longtemps, mais aussi pour savoir qu'on fait des nouveaux produits, qu'on a des gammes de café bio équitable, parce que ça nous tient à cœur. Parce qu'il faut savoir quand même que l'équitable, on parle beaucoup du bio, mais l'équitable c'est hyper important. Surtout dans les pays aujourd'hui où il y a un vrai développement social pour que les enfants n'aillent pas au travail, pour qu'il y ait accès à des soins, pour plein de choses. Et on parle du bio, c'est important pour notre santé, mais on parle de l'équitable, c'est aussi important pour les autres. Merci beaucoup. De rien. Et puis on va aller se boire un petit café, Avec grand plaisir. comme on dit à Saint-Étienne. Merci beaucoup. Merci. Serge, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots l'histoire de la fourme de Montbrison, qui est fort célèbre dans la région? En quelques mots, c'est compliqué parce qu'elle existe déjà depuis 12 siècles. Ah ouais, c'est pas d'aujourd'hui comme on dit à Saint-Étienne. Hein? C'est pas d'aujourd'hui. Mais par contre, on peut se rapprocher de notre époque en disant que la première AOP, c'était dans les années 70. Et c'était la fourme d'Ambert ou de Montbrison. Ouais. Les deux fromages étaient les mêmes, mais vendus sur des marchés différents. Sur le marché Ils avaient de Montbrison. une différence de goût ou pas? Non, c'était le même fromage. C'était le même goût. Le même fromage, oui. On changeait juste l'étiquette. D'accord. Si c'était pour un marché Montbrison ou c'est un marché Fourme d'Ambert. Ouais. Et courant des années 90, 1990, les fromages ont pris deux directions différentes. Ouais. Donc, Quand vous parlez de directions différentes, vous voulez dire que c'est la façon de la fabriquer, la façon de mettre le lait, je ne sais pas, je suis vraiment incompétent dans la fabrication. Mais qu'est-ce qui différencie finalement aujourd'hui celle d'Ambert à celle de Montbrison? donc la fabrication a été modifiée un petit peu. Oui. Donc en Fourme d'Ambert, on a arrêté de saler dans le cahier. On a salé dans la saumure, en roulant la fourme dans la saumure. Donc ça a modifié le goût. Et la deuxième différence, c'est les chenaux. Donc nous, en Fourme de Montbrison, on est sur des chenaux en bois, d'épicéa, c'est ce qui lui donne la couleur orangée, quoi. Donc après, on avait deux fourmes qui étaient complètement différentes. Donc on a cherché à avoir deux appellations différentes. Et donc on a l'appellation différente depuis 2002. Et que veut dire exactement appellation d'origine protégée? Eh bien, comme vous l'avez très bien, AOP, appellation d'origine protégée, ça veut dire qu'il y a un cahier des charges Ouais. pour la production de lait, pour la transformation. Et ce cahier des charges est contrôlé par des organismes extérieurs à l'appellation. Donc après, on ne peut pas le faire n'importe quoi. On est obligé de respecter ce cahier des charges, sinon notre fromage, on ne peut pas le vendre sous le nom Fourme de Montbrison. Est-ce que le fait que Jean-Pierre Pernaut a montré à la télévision la ferme de Montbrison, ça l'a fait connaître ailleurs et ça lui donnait un bon? Oui, c'est important pour la Fourme de Montbrison, qui est un produit très local. Donc on a du mal à l'exporter en dehors de notre zone de fabrication. Et donc quand il y a des personnages comme Jean-Pierre Pernaut, ou aussi il y avait, c'est passé dans des émissions de cuisine. Donc quand c'est au niveau national, automatiquement ça nous aide à vendre le... Est-ce qu'aujourd'hui la fourme de Montbrison, on la trouve dans toute la France ou alors c'est seulement régional? On va dire que la zone de vente est surtout régionale. On peut la trouver dans les grandes surfaces tout seul. Après, pour qu'elle soit exportée en dehors de la zone, c'est par l'intermédiaire des fromagers. Et là, aujourd'hui, on a des fromagers un peu répartis dans toute la France. Et c'est ce qu'on dit aux consommateurs. On dit, vous allez voir votre fromager, il est obligé de trouver de la fourme de Montbrison. Si vous ne trouvez pas de la fourme de Montbrison chez votre fromager, eh bien, il faut dire qu'il n'est pas un bon fromager. Tout à fait. Qui peut aujourd'hui fabriquer la fourme de Montbrison? Donc c'est au niveau de transformation, il faut que l'unité de transformation soit sur la zone des 28 communes de l'appellation d'origine protégée. Très bien,
On va vous laisser travailler, Serge, on va vous laisser vendre cette belle forme et puis on va peut-être la goûter. Bien sûr. La forme de Montbrison, c'est un produit très difficile à vendre. Parce que comme elle est bleue, les gens qui aiment pas le fromage fort, mais ils veulent pas l'acheter. Et ceux qui aiment le fromage fort, ils vont l'acheter, mais ils seront déçus. Ah bon? Donc, comme c'est un bleu doux. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer par la dégustation, pour que les gens ils la dégustent. Souvent ils sont surpris, mais après ils savent ce qu'ils achètent. Et souvent ils apprécient et après ils partent directement sur le truc. Mais je vais vous confier un secret, je connais le goût de la forme de Montbrison. C'est très bien. Blandine, bonjour. Bonjour. Alors je vois que vous êtes spécialiste du veau de lait et que vous venez du Cantal. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre présence ici au salon La Belle Saveur? D'accord, avec plaisir. Donc sur notre ferme, en fait, on est principalement éleveur laitier. Et ça fait plusieurs années qu'on voudrait proposer notre viande de veau de lait, parce que c'est un produit qui est très peu connu et qui nous tient à cœur. Et donc petit à petit, voilà, ça se met en place. Et sur notre ferme, en fait, on fait plein de produits différents, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une ferme, c'est un écosystème. Ça veut dire que déjà vous faites de l'élevage. On est en polyculture élevage. On produit nos céréales pour nos bêtes. On fait du blé aussi pour la farine. On propose des poules pondeuses, poules d'ornement, les produits qui vont autour de la poule, des petites bottes de paille, petites bottes de foin. Enfin voilà, on est très très diversifié parce que on a un écosystème et on veut diversifier cet écosystème pour que la ferme aille de mieux en mieux. Et votre rayon de vente, c'est quel secteur? Ça va dépendre des produits. Pour la viande de veau de lait, maintenant, donc je fais les livraisons en Auvergne. Après, je suis sur le site internet Pour de Bon pour faire des livraisons au niveau national. Et je travaille actuellement avec 2 restaurants étoilés. Mais vous avez dit que vous faisiez beaucoup de choses. Quelle est l'activité principale? C'est quand même le veau de lait ou pas? Actuellement, c'est la vente de lait à la laiterie qui nous rémunère. Mais on aimerait par la suite que ça soit le veau de lait qui nous rémunère parce que c'est un produit qui est mieux rémunérateur que le lait. Alors nous, on est des gens de la ville. Qu'est-ce que c'est exactement un veau de lait? Alors, je vois bien le lait, je vois bien le veau, mais les deux, ça veut dire que c'est un jeune veau? Oui, alors c'est un veau qui a été nourri que au lait. Donc c'est un élevage sur 4 mois, parce qu'après il a besoin d'aller manger de l'herbe et du foin. Et comme il est issu de nos vaches laitières, il a suffisamment de lait pour avoir un bon développement. Le veau qu'on va trouver généralement un peu partout, c'est ce qu'on appelle du veau sous la mer. Comme c'est des vaches qui ont été poussées à faire de la viande, elles ont un peu moins de lait, donc ils vont se complémenter plus rapidement en herbe et en foin. Donc on a 2 types d'élevage différents et 2 goûts et textures différentes de veau. Pour faire un veau de lait de consommation, il faut combien de temps? 4 mois. Ah ben c'est rapide. Oui, c'est rapide. Oui. Et sur ces 4 mois, il va consommer en moyenne 3000 litres de lait. Et votre production aujourd'hui, donc c'est les particuliers, c'est les restaurants, c'est par internet, comment ça se passe là aussi vos ventes? Et comme c'est le tout début, on est en développement, on y va progressivement. On n'a pas de barrière au niveau des ventes. On a des particuliers qui nous en demandent, on a des restaurateurs, ça y est, qui commencent à faire des dégustations, des choses comme ça pour savoir si ça peut les intéresser. Donc après, nous, on n'est pas fermés, on est ouvert à tout. J'ai appris que c'est votre tout premier salon à Saint-Étienne. Oui, c'est mon Est-ce tout premier salon. que l'ambition de ce salon, c'est de vendre vos veaux de lait aux Stéphanois? Mon ambition du salon, c'est déjà de faire découvrir cette viande. C'est un produit qui est très très peu connu. De nous aider à développer un peu notre clientèle, si je puis dire. Et aussi parce que notre but final, ce serait pouvoir nous libérer un peu de temps pour notre famille. Donc on aimerait arriver à une monotraite et laisser les veaux avec leur mère pour éviter que ça soit trop compliqué pour elles de les traire qu'une seule fois par jour. Et pour nous, on aurait un peu plus de temps pour nos enfants. Dernière question, si on passe proche de chez vous, est-ce qu'on peut s'arrêter pour visiter, pour avoir des explications et même pour acheter des produits? Alors, à la ferme, on peut visiter et on peut acheter des produits. C'est le samedi, entre 10h et 16h. S'il y a beaucoup de boulot sur une ferme, donc on accueille vraiment le samedi entre 10h et 16h. Donc généralement, on a un petit peu de tout, sauf la viande de veau de lait, parce qu'on n'en produit pas tout le temps. Donc c'est vraiment... la prochaine fois qu'on aura de la viande de lait, là vous voyez, c'est au mois de septembre. Juste une question subsidiaire. Est-ce que c'était votre volonté de faire ce métier ou alors c'est la suite logique familiale? Alors c'était pas du tout ma volonté à la base, j'ai toujours dit jamais je serai agricultrice. J'ai rencontré mon compagnon qui est issu d'une famille agricole il y a très très longtemps. J'ai travaillé dans le commerce
où entre le métier d'agriculteur en laitier, traire matin et soir, et le commerce où il fallait être présent tous les week-ends, la vie familiale c'était un peu compliqué. J'imagine aussi. Donc petit à petit, en fait, je me suis intéressée au métier de mon compagnon, et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait, mais il me fallait quand même ce côté explication, contact avec les personnes. Donc à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi pas attaquer à faire un peu de vente directe avec du particulier et voir ce que ça donne et voir si ça plaît réellement et si ça peut se concilier avec notre travail. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon développement, Merci. un bon salon, et puis j'espère au plaisir. Avec plaisir aussi. Et on va goûter cette belle viande, ce veau de lait. Mathias, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter le verre de verre qui est, comme on le voit, vert? Tout à fait. Donc du coup, le verre de verre, c'est un produit qu'on a sorti il y a maintenant 3 ans. C'est une liqueur de menthe. Ça ressemble beaucoup à une liqueur de menthe qui est bien connue, mais moins sucrée, avec un petit peu plus d'alcool. On est plus sur la menthe, moins sur le sucre. Et c'est très bon. Donc nous, on est présent à Saint-Étienne dans beaucoup d'établissements tels que des bars et des restaurants, et chez des cavistes bien entendu, pour pouvoir l'acheter à emporter. Et quelle est l'histoire de on peut dire comment, un digestif, un apéritif, c'est quoi? On le classe dans quelle catégorie? Alors c'est un spiritueux, donc ça passe très bien en digestif, notamment avec les vertus de la menthe qui sont connues pour être digestives. Donc ça passe très bien en digestif avec de la glace ou de la glace pilée. Sinon en apéritif allongé de gazeux, c'est très bien aussi. Et donc l'histoire, comment est née cette aventure? Alors nous, verre de verre, c'est avant tout une histoire de comptoir. Ouais. Vendredi midi, rue des Martyrs à Saint-Étienne, j'étais avec des collègues de travail, pas envie de retourner travailler. On buvait une certaine liqueur de menthe qui est bien connue Du grand public? Exactement, tout à fait. Et il y avait un problème, on l'a trouvé trop sucré. Et donc en fait, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Et donc du coup, à force d'enchaîner les verres, on en est arrivé du coup au verre de verre du coup. Voilà. Et les ingrédients, la recette, la fabrication, ça se passe comment et ça se passe où? Alors, pendant très longtemps, nous, on a sous-traité la production par une distillerie qui était en Haute-Loire. Et là, maintenant, on vient de s'installer à Andrézieux-Boutéon. Donc, on est venu dans la Loire et on fabrique dans la Loire. Et à Andrézieux-Boutéon, vous êtes nombreux, vous avez beaucoup de surface. Je ne sais pas bien ce qu'il faut finalement comme place. Il y a des machines, il y a... Alors, on a toutes les machines qu'il faut. Ouais. Et puis, on a un local de 220 mètres carrés. On est deux, du coup, avec mon commercial Jean-François qui est ici avec moi. Et voilà, donc on est tous les deux. Et, La date de naissance, c'est quand? 14 février 2022. D'accord. Donc on a eu un petit peu plus de 3 ans cette année-là. Et donc, pour résumer, on peut la trouver partout à Saint-Étienne, dans les bars, Dans les bars, dans les restaurants. dans les bars verts. Dans tous les bars. Pas que les verts, mais dans tous les bars. Et si on veut la voir dans le commerce, il y a des endroits où... Nous, pas on du tout travaille essentiellement avec des cavistes. Ouais, les cavistes alors. Ouais, cavistes, épicerie fine. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir sur notre site internet, verredeverre.com, où il y a tous nos revendeurs qui sont représentés. Dernière question, quelle est l'ambition quand on est sur un salon comme celui de Saveur aujourd'hui, de Label? Tout simplement présenter notre produit, faire goûter aussi, parce Ouais. que c'est important. Et puis faire des ventes aussi également, afin que les gens puissent repartir avec leur bouteille. Ça, c'est la condition principale. Hein. C'est ça. Mathias, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on va goûter cette liqueur. Avec grand plaisir. Franck, bonjour. Bonjour. Sur ce salon, vous allez nous parler de lentilles, la lentille de Saint-Flour. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la lentille de Saint-Flour? La lentille blanche de Saint-Flour, en fait, elle a de particulier. Alors, c'est la petite sœur de la lentille verte, grosso modo. Elle est un petit peu plus petite. Elle va être un petit peu plus fondante, moins farineuse, un petit goût de châtaigne. Voilà. Alors, ensuite, moi, je suis commercial pour l'abbaye du Cantal. On regroupe une trentaine de producteurs, grosso modo, qui nous font la lentille blanche de Saint-Flour, du pois blanc et du pois chiche. Qu'est-ce que je peux dire? On fait environ 60 tonnes à l'année, voilà, qu'on commercialise principalement dans les grandes surfaces et épiceries fines et sur des salons comme celui-ci aujourd'hui. Est-ce qu'on peut la trouver facilement dans toute la région Rhône-Alpes? Auvergne, puisqu'il ne faut pas oublier l'Auvergne. Alors oui, via notre site internet, vous Ouais. tapez tout simplement lentille blonde de Saint-Flour, vous allez trouver notre site internet sur lequel vous pouvez acheter et commander directement en livraison chez vous. Et je vois la lentille blonde, est-ce qu'il y a une différence avec la lentille du Puy? Oui, tout à fait. Déjà, c'est la lentille blonde. Ouais. Elle n'est pas verte, elle est blonde. Voilà. Ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, elle est un petit peu plus petite, Ouais. plus facile, enfin un peu plus facile à cuisiner, je dirais. Ça veut dire qu'on la cuisine différemment? Non, elle se cuisine pareil, sauf que il va falloir mettre que 15 minutes à 20 minutes de temps de cuisson plutôt que 30 pour la lentille verte. Quelle est l'ambition pour vous sur un salon comme celui-ci? C'est de faire découvrir votre produit et bien évidemment d'en vendre, j'imagine? Alors oui, c'est dans un premier temps de la faire découvrir dans la région de Saint-Étienne, bien sûr, d'en vendre, bien entendu, il faut qu'on amortisse le salon, mais aussi éventuellement trouver
Des partenaires, des distributeurs. Distributeurs, voilà, comme épicerie fine et grande surface. Alors je vais compléter ma connaissance. Quand est-ce qu'on la cultive et quand est-ce qu'on la ramasse, la lentille? Il y a des saisonnalités? Oui, bien sûr. Chez nous, on va la cultiver plus au mois de là, mi-avril jusqu'à mi-mai, Oui. pour la récolter entre juillet et août. Voilà, grosso modo. Eh bien très bien, on va goûter ces lentilles alors. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon salon. Merci beaucoup. Justement, comment on choisit aussi le contenu? Comment sont choisies les personnes qui viennent exposer, qui viennent faire découvrir leurs produits? Alors on a commencé de manière assez simple en se disant voilà, il y a à peu près 180 signes officiels de qualité officiels en Auvergne-Rhône-Alpes. On va les contacter. On va écrire à tous les syndicats, Gros travail, les syndicats alors. de producteurs. Alors c'est à la fois un travail de recherche qui a pris plusieurs mois, même plus d'une année, de dire bah tiens, je prends l'exemple de la noix de Grenoble qui sont là. On a écrit au syndicat de la noix de Grenoble et puis on leur a dit trouvez-nous un ou deux producteurs qui vont pouvoir nous accompagner pendant le week-end. Et on a fait ça avec tous les syndicats. C'est fastidieux, parfois on s'est déplacé, on est allé dans les territoires. On a été aidé, je l'ai dit, par la Chambre régionale d'agriculture, relayé par les chambres départementales. Et puis une fois qu'on a fait on va dire un premier canevas d'exposants potentiels, on s'est rendu compte qu'il manquait des produits pour un salon comme le nôtre. Et je vais prendre quelque chose d'assez simple. Les liqueurs, par exemple, n'ont pas de signe officiel de qualité. Donc ça veut dire que les whisky, ça veut dire que les verveines, on n'est pas très loin du puits. Ça veut dire que l'eau, on n'est pas très loin de l'eau de Montarché. Tous ces produits-là n'ont pas de signe officiel de qualité officiellement. Donc on s'est dit on va les inviter. On a créé au sein de Loire Action une commission. Cette commission avait vocation à contrôler, entre guillemets, que les gens que nous invitions avaient cet esprit-là, cette éthique-là. On a par exemple un chocolatier sur notre salon qui est un artisan qui travaille l'ensemble de ses chocolats. Et quand il a besoin de fruits, il va les chercher dans les monts du Lyonnais. Donc on a une qualité d'approvisionnement qu'on contrôle, qu'on vérifie. Et c'est comme ça qu'on fait naître la première édition, avec une majorité, très large majorité de produits sous signe officiel de qualité. Aujourd'hui, pour terminer, quelle est l'ambition de ce salon? Elle est très simple l'ambition. Elle est de se donner 3 ou 4 ans pour bien asseoir notre événement, de faire en sorte que d'ici 3 ou 4 éditions, on ait vraiment une représentativité très largement majeure des signes officiels de qualité. Aujourd'hui, on a à peu près un tiers des signes officiels de qualité de la région qui sont rassemblés ici. C'est déjà assez ambitieux et plutôt une réussite comparé à d'autres expériences qui ont pu être portées. On a cette ambition de doubler ce chiffre, c'est-à-dire de se dire qu'on soit à 70 ou 80% de SICO d'ici 3 ou 4 ans. Et puis une fois qu'on aura ça, on y associera des structures partenaires indispensables. Quand on a des matières premières de qualité, il faut avoir des gens pour les transformer, il faut avoir des bouchers, il faut avoir des boulangers, il faut avoir des cuisiniers. On développera cette partie-là qui nous paraît essentielle. Et je pense que quand on aura lié tout ça, on aura un salon qui aura sans doute pris un peu plus de... Je vais prendre une expression qu'on a évoquée hier lors de l'inauguration et que je vais sans doute garder pendant des années. On veut grandir, mais sans doute qu'en grandissant, on va grossir, forcément. Un peu comme moi, quoi. Grandir et grossir. Pour conclure, Loire Action, les prochains rendez-vous, c'est quoi? Ah, Loire Action, on vient d'avoir une période très fastidieuse parce que faire naître un salon, c'est compliqué. Loire Action s'occupe aussi du comice de Feur. Donc, il y a 15 jours de ça, on avait 500 exposants dans le centre-ville de Feur. Donc, c'était un peu rock'n'roll aussi pour nous. Et puis, un petit peu avant, Estelle, ma collaboratrice, était au salon de l'agriculture pour accompagner le comité vin. Donc, on sort d'une période très fastidieuse. Je ne vais pas dire qu'on va se reposer, mais on va préparer notre prochain événement qui sera le Scoop Music Tour à Feur. Plus grand concert gratuit en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 30 000 personnes attendues sur l'hippodrome. Je comprends bien donc pourquoi vous avez employé le mot grossir. C'est ça, on a envie de continuer de grandir et de grossir. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Et puis bon salon. Merci beaucoup.